Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, je vous remercie beaucoup et il est l'heure de dépoussiérer un vieux magazine qu'on n'avait pas ouvert depuis longtemps, le Minimac de la lettre de l'acheteur, le Minimac dédié aux matières premières agricoles, au monde agricole dans son ensemble. Et Dieu sait que l'actualité est riche pour le monde agricole, que ce soit à l'international avec les droits de douane qui fragilisent les exportations. Les exportations sont les producteurs brésiliens qui sont sur les dents actuellement, mais nous on va s'intéresser à la France avec la loi du plomb, vous le savez tous. Et pour essayer et tenter, et pour y voir plus clair, on va même pas essayer, on va y voir plus clair, et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Laurent Vitos. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Laurent Vitos. Vous êtes directeur général de la coopérative agricole Val-France. Et la loi du plomb, en fait, on est un peu perdu puisque pour certains, elle représente une réforme majeure de la réglementation agricole française, favorisant la simplification et la compétitivité. Mais pour d'autres, elle a un impact très contesté sur l'environnement et par ricochet sur la santé publique. Avec vous, on va tâcher d'y voir plus clair, Laurent, et merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant, pouvez-vous nous rappeler brièvement le rôle d'une coopérative agricole comme Val-France dans le paysage agricole français aujourd'hui ? Le rôle d'une coopérative agricole, c'est de travailler pour ses agriculteurs. C'est une structure qui appartient à des agriculteurs. Hein. Il y en a des dizaines en France. Et donc, c'est le regroupement de différents agriculteurs qui ont décidé, il y a à peu près une centaine d'années, de travailler ensemble, de mutualiser, de stocker, de vendre ensemble. Et voilà. Donc, et nous, on est basé sur le grand bassin parisien, sur l'est de Paris. Et donc, on représente 1400 agriculteurs. C'est gigantesque. Non, on est une petite coopérative parmi les grosses et une grosse parmi les petites. Non, on est de taille moyenne, on est de taille humaine. On aime bien dire qu'on est de taille humaine. De taille humaine. Alors justement, taille humaine, c'est passionnant, Laurent. Vous, en tant que dirigeant d'une coopérative à taille humaine, justement, sur le projet de loi du plomb, quel regard vous portez ? Alors tout le monde parle de cette loi, ça fait le buzz, hein, vraiment. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé de venir parler de la loi, j'ai accepté avec plaisir, parce que quand on voit la fameuse pétition qui est en train de circuler, qui est en train de prendre comme une mayonnaise, cette pétition, elle ne parle que d'un aspect de la loi du plomb, hein, qui en regroupe à peu près 90. Donc on parle du fameux néonicotinoïde qui devrait être réintroduit, mais on ne parle pas des 90 autres mesures, 89 autres mesures qui constituent cette loi du plomb. Donc c'est ça qui nous chagrine un petit peu. Il y en a, il y a des aspects sur les méga-bassines. Alors, j'aime pas le mot n'employons pas le mot méga-bassine, parce que déjà, quand on emploie le mot méga-bassine, c'est pessimiste. On va dire des bassines, ou on va dire des retenues d'eau. Des réservoirs d'eau. Des réservoirs d'eau pour essayer de quantifier, d'utiliser l'eau à bon escient quand l'eau est présente. Il ne faut pas oublier quand même, si on parle de l'eau, et c'est bien qu'on ne commence pas par le la base, quand même. Le néni, la base de l'agriculture, c'est l'eau. L'eau, elle tombe en abondance l'hiver, l'été, il y en a moins. Donc, quand l'eau tombe en abondance, moi je suis savoyard, je connais bien le problème de l'eau dans les montagnes, avec la fonte des glaciers. Une fois que l'eau elle est partie, elle part à la mer. Et l'eau, après ça, donc on la perd, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Il faut la retenir quoi qu'il arrive, donc, on en a besoin. Je ne dis pas que les bassines ou les retenues d'eau sont vitales, mais il y a plutôt que dire arrose sur les bassines, parce que c'est un captage d'eau par tel ou tel agriculteur, réfléchissons comment cette denrée rare, qui demain sera une denrée qui sera ultra stratégique, peut-être même plus stratégique que l'or. Elle l'est déjà dans certains pays africains, mais même dans le sud de la France. Quand vous voyez que le secteur de Perpignan, où l'été commence le 15 juin, les incendies commencent le 15 juin, alors qu'habituellement ils commençaient le 15 juillet ou le 15 août, on a besoin de l'eau. Donc ça vaut le coup de les qualifier. Là, c'est changer le statut juridique, faire en sorte que ces méga retenues soient considérées comme d'intérêt général. Donc il le faut. Exactement. En fait, c'est ça, mais ça peut être d'intérêt général aussi bien pour l'agriculture que pour les pompiers, donc c'est d'intérêt général. Et ne pas opposer. En fait, ce qui se passe en France, et la loi du plomb, elle est un exemple typique, c'est qu'on oppose les gens alors qu'on devrait se poser de manière intelligente pour rationaliser les choses et mettre du pragmatisme dans tout ça. Mais alors vous l'avez bien dit, hein, ce que le grand public a retenu, c'est la réintroduction de pesticides interdits comme le néonicotinoïde. Comment vous répondez aux inquiétudes des Français ? Alors attendez, interdit, encore une fois, on va pas refaire la genèse de la loi interdit du plomb. En France. Interdit en France et autorisé dans les 26 autres pays européens. Interdit en France, autorisé dans l'ensemble des autres pays dans le monde, les États-Unis, les gros pays exportateurs. Voilà, c'est tout. Donc
il faut encore une fois mettre du pragmatisme. Nous, il faut pas... Arrêtons, et c'est ça qui me perturbe le plus, et ce qui me... Vous chatouille. Qui me chatouille, c'est que voilà, qu'on soit vertueux et qu'on soit le cheval blanc, le cheval de Troie, c'est très bien. C'est très bien, pourquoi pas. Et il faut qu'il y en ait un. Je le traduis, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la France a un rôle à jouer dans une forme de compréhension philosophique, humaniste, humaine. Alors, je vais vous dire, la France, pays des droits de l'homme, si on élargit un petit peu, on est regardé dans le monde. Malheureusement, je pense qu'on l'est de moins en moins. C'est vrai. Alors, dans tous les secteurs, hein, on a des pays qui, comme la Russie, qui prennent de plus en plus d'importance, la Chine, les États-Unis, c'est des gros certains pays d'Amérique du Sud aussi. Certains pays d'Amérique du Sud. Et l'aura de la France est, je ne veux pas dire de plus en plus faible, parce que je suis français et on est quand même... la France est notre pays, on en est fier. Mais voilà, être un cheval de Troie, c'est bien. Il faut un poisson pilote, c'est important. Mais le poisson pilote, c'est comme quand un général d'armée part en guerre. Si il est tout seul sur son cheval et qu'il se retourne et il attaque son cheval sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, et que derrière il se retourne, ses soldats ils sont à 3 km, ça sert à rien. Ok, je comprends. Du coup, par la force des choses, alors quand même, malgré tout, monsieur Laurent Vittoz, je suis tombé sur un rapport du ministère de l'Agriculture, française, qui dit que la France est le premier producteur agricole européen. Est-ce qu'on a réellement besoin de cette loi du plomb, en fait, en réalité ? Alors, les statistiques du ministère de l'Agriculture, elles sont vraies. Ça, je ne l'ai pas en cause. Mais une statistique, ça s'analyse. Être le premier, c'est bien, mais quand vous êtes le premier avec 10 longueurs d'avance, en 2000, alors je ne veux pas donner de date exacte parce qu'on va me reprocher de mal précis. Le rapport, il s'arrête en 2022. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, en France, un actif sur 3 était un agriculteur. Était du monde agricole. Aujourd'hui, il reste des agriculteurs, il en reste moins de 400 000 en France. Donc, agriculteur, il n'y a pas une agriculture en France. Il y a la pêche, il y a l'élevage, il y a la céréale, il y a les fruits, et je m'excuse, j'en oublie. Et donc, la sylviculture. Là, la liste elle est énorme. Il y a des agricultures en France. Et quand on dit que la France est le premier secteur agricole, peut-être, mais on l'est aujourd'hui, mais il y a 10 ans, est-ce qu'on l'était encore plus ? Il y a 20 ans, est-ce qu'on l'était encore plus ? Donc en fait, ce que vous dites, c'est la tendance qu'il faut analyser, et la tendance est négative. La tendance, elle est. Alors, j'aime pas le mot négatif parce que en tout cas, elle est mal orientée. Elle est mal orientée par rapport à nos concurrents et nos amis partenaires européens. L'Allemagne est un très gros pays producteur agricole. La Pologne, l'Italie, l'Espagne. Voilà. Donc, faut pas s'imaginer qu'il y a la France et les autres loin derrière. Non, les autres, ils sont là pour grappiller des parts de marché. C'est normal. C'est normal. C'est la loi. C'est ce qu'on dit avec la loi du plomb. Soyons équitables. Alors là, maintenant, tout le monde parle de la loi du plomb parce qu'il y a cette pétition. Il y a 3 mois, vous m'auriez invité, on parlait du Mercosur, on parlait des clauses miroirs. En fait, la loi du plomb, c'est la même chose, mais on parle d'autres choses, mais en fait, globalement, c'est le mal-être agricole, il est là. C'est les clauses miroirs. On autorise à l'importation des produits qui déferlent dans nos supermarchés et sur nos tables, alors qu'on se l'interdit en France. Qu'on soit, encore une fois, poisson pilote, c'est bien. Mais encore une fois, il ne faut pas être... Pas au détriment de nos agriculteurs, du coup, par la force des choses. Nous, on a une coopérative qui depuis 7 ans, travaille beaucoup sur la RSE. La RSE, dans le mot RSE, dans cet acronyme, il y a le mot E, économique. On ne peut pas faire du vertueux, et Dieu sait qu'on essaie de le faire, de verdir, de travailler en réduisant notre impact carbone sur la planète, sans occulter le E de l'économie. Quand j'entends dire je suis absolument apolitique, et mon rôle de directeur de coopérative, c'est d'être apolitique. Mais quand j'entends certains responsables politiques de premier ordre dire qu'on a de faire de la rentabilité de telle ou telle industrie... Ah oui, je vois de qui vous parlez, Madame Rousseau. Non, peu importe, ça pourrait être d'une autre industrie, en l'occurrence, c'est cette dame-là. Mais non, le poumon
d'une sont des nation, emplois, de toute façon. C'est l'économique. Voilà, bien sûr. Il y a un minimum de rentabilité. Si vous n'avez pas de rentabilité, là, vous fermez. Complètement. Enfin, c'est totalement logique. Mais alors, donc, on comprend bien. Vous êtes bien directeur général d'une coopérative agricole. Vous l'avez vous-même qualifié comme étant une coopérative agricole à taille humaine. Par la force des choses, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que cette loi du plomb, je suis désolé, on en revient, c'est le thème, mais cette loi du plomb, par la force des choses, elle se fait au détriment des petites exploitations, des pratiques et des petites exploitations d'abord dans un premier temps. C'est vrai, du coup? Alors là, vous êtes en train de me dire que cette loi, certaines personnes opposent productivisme, grande exploitation et les petites... Et l'agriculteur local. L'agriculteur local, voilà. Alors, le bio, c'est différent parce que lui, il n'en utilise pas. Ok, en tout cas local. Alors. Ouais, local. Qu'il soit le petit ou gros, quoi qu'il arrive, si l'exploitant a de la betterave dans sa rotation ou sur son exploitation, il sera autant gêné par l'arrivée de la jaunisse naissante sur des betteraves qu'un gars qu'il ait 50 hectares ou qu'il ait 400 hectares, si sa production, s'il a 20 hectares de betteraves et l'autre en a 200, le gros sera plus impacté, mais le petit à son échelle... On revient toujours en fait sur ce problème des nicotinoïdes, en fait, en réalité. C'est ça qui... En fait, cet insecticide, il est... ce néonicotinoïde, il est là pour lutter contre des ravageurs, et notamment contre la jaunisse naissante sur la betterave. Après, il y a on peut parler aussi de la noisette. Moi, j'en parle de manière détachée. Valfrance est une coopérative céréalière. On cultive et on travaille des agriculteurs et je ne récolte que leurs céréales. Donc je ne récolte mais vous êtes solidaire du monde agricole. Non, oui, je suis solidaire du monde agricole, mais un agriculteur chez moi, il peut livrer ses céréales chez Valfrance. Par contre, avoir de la betterave livrée chez un sucrier ou avoir de la noisette et livrée chez Ferrero. Voilà. Mais moi, ça, je m'en occupe pas. Mais ce néonicotinoïde, ce matin j'ai du mal, excusez-moi. Tout le monde, en fait voilà, en fait, il cible pas une taille d'exploitation particulière. Il cible tout le monde, en fait. Donc du coup, ça veut dire que la petite exploitation, tout comme la méga exploitation, vont devoir se protéger. Elles en pâtiront de la même manière, à leur échelle respective, mais elles en pâtiront de la même manière. Si un petit a 20%, comme en 2025, en 2020, pardon. En 2020, la betterave, la France a été touchée par une forte crise des forts impacts de nuisibles. On a perdu 25% de notre collecte de betterave. Ouais, c'est gigantesque. Et je vais vous poser une question. Là, je vais parler du noisetier que je connais moins, mais bon, j'en entends parler parce que j'ai certains producteurs qui se sont lancés dans la noisette. Aujourd'hui, donc, les noisettes en France sont attaquées par des pucerons qui détruisent les récoltes. Qu'est-ce que font les grands groupes, les groupes agroalimentaires qui utilisent ces noisettes-là? Parce que j'aime pas le mot grand groupe, parce qu'on va tout de suite parler de giga entreprises ou alors de l'agro-industrie, etc. Et tout de suite, les propos, qu'est-ce que font les utilisateurs de noisettes qui transforment la noisette dans nos produits, pour des pâtes à tartiner ou choses comme ça? Qu'est-ce qu'ils font en France? Il n'y a pas de... Il y a plus Ils vont chercher ailleurs, en fait. Et où? Ils vont aller chercher en Europe, en Turquie. Et les Turquie acceptent et utilisent ce produit-là. Voyez, donc en fait, au nom de la compétitivité, cette loi du plomb, elle a du sens. Et d'autant qu'elle n'est pas juste uniquement, et rappelez-le, et vous faites bien de le rappeler, elle n'est pas uniquement focalisée sur ce problème. C'est cette utilisation de pesticides interdits comme les nécotinoïdes. Mais aujourd'hui, les médias font leur chou gras et les politiques font les choux gras. Et vous leur reprochez ça, parce qu'hier, effectivement, on a préparé un petit peu cette interview et vous m'avez dit, non mais c'est complètement... Cette pétition n'a aucun sens. C'est comme si moi, je diffusais sur Internet, je posais une question toute simple. Est-ce que vous avez envie de voir le soleil au cours de la journée? Évidemment que tout le monde va avoir envie de le voir. Alors, il y en a qui vont dire non. Il y en a qui vont dire non, mais... c'est une part infime des gens qui vont répondre. Bien sûr qu'on veut voir en fait, c'est du bon sens, finalement, par la force des choses, que de s'opposer à une loi qui, selon les médias, dans leur grande majorité, est une loi qui va avoir un impact négatif sur la santé publique. La loi du plomb, concrètement, parce que là on parle de ce NNI, mais la loi du plomb, est, entre autres, on a parlé des bassines. Oui, il y a la séparation de conseil-vente. Séparation de la vente et du conseil. Cette loi aussi, elle régulait les échanges logistiques, les contrôles logistiques entre pays.
Donc sur les matières actives, sur les produits, etc., il y a un volet, on n'en parle pas de ça. Et le fait de pouvoir contrôler au niveau européen de manière plus drastique les échanges de ces types de produits-là, c'était une avancée spectaculaire. Si demain on revient en arrière, sur ce point-là qui fait parmi un point sur les 90, voilà. Donc mais sur les y avait des 89 grosses avancées. autres, elle a du sens en fait en réalité. Alors je ne sais pas si sur les 89, mais en tout cas sur les principaux points, il faut faire la balance des choses. La France en a besoin. Se cristalliser sur un point et en faire les choux gras et faire en sorte qu'une loi soit totalement abrogée sur un point. Je trouve que, c'est insultant par rapport à nos parlementaires qui ont travaillé, que ce soit Assemblée, Sénat, sur une loi, qui ont voté une loi. C'est quand même nos représentants qui ont été élus. Certains sont... moi, ça m'interpelle. Je me dis, si demain, l'Assemblée nationale vote des lois et pour une pétition ou pour... on parle d'une pétition, mais pour autre chose, pour une manifestation dans la rue, les lois sont... Le peuple est souverain, je suis d'accord. Mais on élit quand même des gens qui votent. Il faut quand même qu'on leur fasse confiance. Je rappellerai quand même que sur ce néonicotinoïde, l'ANSES s'était prononcé, qui est l'organisme de sécurité en France. L'EFSA, au niveau européen, s'est prononcé aussi il y a quelques années sur, je ne vais pas dire l'innocuité, parce que ça c'est un mot qui est trop fort, mais s'ils ont accepté l'autorisation de ce produit-là en champ... Alors oui, ce n'est pas inoffensif, mais en tout cas, voilà... Là, ces gens-là, moi je ne suis qu'un petit ingénieur, ce sont des scientifiques de haut rang. Donc que toute une ribambelle, alors je veux bien qu'on va me rétorquer, certains peuvent être de mèche avec telle ou telle firme, etc. Mais l'ensemble, soyons réalistes, c'est agiter des peurs, ça. L'ensemble des scientifiques au global, c'est des comités entiers qui travaillent sur ces dossiers-là. Que ce soit au niveau français ou, je vous l'ai dit, au niveau européen, j'ai peine à croire quand même que ce soient tous des pourris. Donc, c'est quand même des gens qui sont responsables et qui savent de quoi ils parlent. Donc ça m'interpelle. Ok. Écoutez, merci Laurent Vittos d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai. Non, j'ai pas la vérité vraie. C'est ce que je voudrais simplement par le message, et je vous remercie de m'avoir invité, c'est de remettre un peu de bon sens, de pragmatisme. On en a besoin. On en a besoin. Nous, il y aura des annonces qui sont faites peut-être pour Val-France dans les mois qui viennent. Voilà. Au niveau de la RSE, au niveau de tout ça. Donc on est fortement impacté. On travaille dessus beaucoup actuellement. On travaille énormément dessus parce que la biodiversité, l'état des cultures, l'état des terres, c'est la valeur ajoutée d'un agriculteur. Donc en fait, c'est très bien. Dans ces cas-là, j'ai une dernière question et du coup, vous commencez à y répondre. Donc globalement, ce que vous nous dites, c'est que cette loi, c'est un bon compromis entre compétitivité économique nécessaire et protection des ressources naturelles. Je le pense. Ouais, ok. Je le pense. Et ceux qui nous écoutent, j'essaie d'être actif sur un réseau social en particulier, et j'essaie qui est LinkedIn, mais peu importe. Et j'essaie de toucher non pas le microcosme agricole, parce qu'on est d'accord entre nous, on vit de ça et on veut nourrir les Français. J'essaie de toucher les gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas le milieu agricole. Je prends un exemple. Quand il y a des discussions au niveau national sur le nucléaire, moi je connais rien au nucléaire. Donc on peut me raconter tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, regardez, je finirai par exemple du nucléaire. Il y a 20 ans, en France, c'était haro sur le nucléaire. Le nucléaire, c'était la pire des insultes. Aujourd'hui, on se rend compte que le nucléaire, c'est pas la panacée, mais c'est une énergie qui est décarbonée et on en a besoin. Si on veut décarboner la France, ça passera par l'énergie et on a la force, on a la chance d'avoir l'énergie la plus décarbonée au monde. On est en train de faire, et malheureusement je le pense très sincèrement, on est en train de faire la même chose avec l'agriculture aujourd'hui qu'on a fait avec le nucléaire il y a 20 ans. On est en train de dépecer l'agriculture française, qui était une force, vous l'avez dit, première agriculture européen. On est en train de nous dépecer, et vous verrez que dans 10 ans, dans 20 ans, on dira, mais qu'est-ce qui se passe ? On est gangréné par des imports de produits qui sont des produits qu'on ne veut pas en France. Mais que font nos agriculteurs ? Mais les agriculteurs, il y en a beaucoup qui ne seront plus là ou qui ont rejeté l'éponge. Mais il y en a déjà de moins en moins. Mais il y en a de moins en moins. Après, oui, il y en a de moins en moins. Et il faut, le peu qui reste, je ne dis pas qu'il faut les soutenir, mais il faut comprendre leurs problématiques
et il faut qu'on travaille tous ensemble. Ok. Pragmatisme. Pragmatisme. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Vitoz, Laurent Vitoz, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes directeur général de la coopérative Val France et avec nous. Merci d'avoir déblayé ce fameux... Il faut dédramatiser. Dédramatiser, déblayer, rassurer, puisqu'effectivement, on a besoin d'être rassuré. Merci beaucoup. Merci. On marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin dans un instant. À tout de suite.